on enchaîne donc sur le deuxième point des thèmes que nous allons aborder cet après-midi. C'est un point qui est d'ailleurs très très corrélé à l'école. C'est l'emploi. Parce que on va à l'école en espérant plus tard retrouver un emploi. Est-ce que très concrètement aujourd'hui, on peut dire que les Camerounais sont encore mus par l'idée, la motivation d'obtenir un parchemin académique pour obtenir un emploi? Est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore facile? Est-ce que c'est encore un rêve aujourd'hui chez les Camerounais? Il faut te répondre, Guy. Je pense que ce rêve a tourné au cauchemar carrément. On parlait tout à l'heure du coût. Le coût de la scolarité. Une seule année scolaire. Et si vous l'étalez de la maternelle jusqu'à l'université, l'investissement des parents pour pouvoir former un jeune Camerounais qui va sortir de l'université, peut-être avec une licence, une maîtrise, et puis aller travailler pour gagner 60 000 francs le mois. Vous voyez? C'est-à-dire, l'ascenseur social est en panne au Cameroun. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc quand on parle aussi de l'école, il faut voir ce côté. Aujourd'hui, nous formons des Camerounais, mais pour qu'ils deviennent quoi? Pour qu'ils deviennent quoi? Vous voyez? Et donc, il y a des petites passerelles qu'on a aménagées pour certains, c'est-à-dire par exemple aller à l'ENAM, et c'est pour cela qu'on sait très bien, pour accéder à ces petites passerelles, il y a encore des investissements. On sait qu'il faut donner 1 million par-ci, 2 millions par-là et tout. Et comme c'est des investissements, naturellement, dès que le jeune Camerounais est sorti de l'ENAM, il s'empresse de se lancer dans la corruption pour pouvoir rentabiliser l'investissement qui a été... Et en écoutant tout à l'heure le candidat, la table du candidat Nao, justement, je me suis dit, voilà, on n'est pas très proche de cette réalité-là. Je l'ai écouté tout à l'heure, il parlait d'ailleurs d'impérialisme. Et j'ai eu l'impression, j'ai eu envie de lui dire, mais c'est un très bel emballage pour un produit plutôt banal, parce que je ne suis pas sûr que le mot impérialisme qu'il utilisait serait sorti de la bouche de son candidat. Non, parce que les différents candidats que nous écoutons, que nous observons, que nous voyons, ne sont pas plus mus par le souci de changer ce système que d'y apporter des correctifs. Moi, quand j'écoute des uns et des autres, en réalité, ce qu'ils veulent apporter, ce qu'ils proposent, c'est des correctifs pour un peu plus d'efficacité peut-être. Et encore, est-on sûr que ce qu'ils proposent apportera cette efficacité qu'ils annoncent? Mais réellement, aujourd'hui, est-ce que le système camerounais, pas seulement au niveau de l'éducation, mais aussi au niveau de l'emploi, mais aussi au niveau de l'économie et dans tous les domaines, est-ce que ce système-là aujourd'hui nous conduit vers un Cameroun meilleur ou non? C'est la question qu'on doit se poser. Et cette question-là, on ne peut pas l'éclipser. On ne peut pas l'éclipser. J'ai l'impression que ces élections qui sont annoncées ne permettront malheureusement pas d'aborder cette question fondamentale. Les Camerounais aujourd'hui ne s'entendent pas sur quel type de nation, quel type de pays, quel type d'État nous voulons constituer ensemble. C'est pour cela qu'il y a des montées d'irrédentisme, notamment en région, en faute, mais aussi dans d'autres régions. Ça commence un peu à fleurir. Donc, c'est une question dont vous, les politiques, gagnez vraiment, n'est-ce pas, à les aborder de façon sérieuse, à mon avis. Alors, même s'ils ne sont pas là aujourd'hui, j'estime qu'on peut ici partager les différents programmes des autres partis, afin que de manière libre, vous, autres consultants indépendants, sur ce plateau aujourd'hui, pour décrypter les différents programmes, puissiez vous exprimer. Alors, on a remarqué que les autres partis, notamment le MRC et même le parti 11 millions de citoyens, le mouvement, autant pour moi, 11 millions de citoyens, avaient accès tout un grand programme, enfin toute une grande part de leur programme dans l'agriculture. Et pourtant, il y a des jeunes qui vont à l'école, à l'université, sortent de l'INSET, de l'ESSEC, de Polytechnique, et même des écoles comme l'école des postes et télécommunications, qui ne recrutent plus directement à la sortie. Comment on fait
pour employer ces jeunes-là, vous, au mouvement Nao, que proposez-vous pour l'emploi de ces jeunes formés dans nos universités et qui ne sont pas forcément des jeunes formés dans des filières agricoles? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Avant de répondre directement à cette question, il faut dire que le candidat Akere Mouna, dans le projet qui est le sien, veut à tout prix, n'est-ce pas, revoir l'école, comme je l'ai dit, la santé, la justice et la forme de l'État. Voilà 4 piliers essentiels sur lesquels, n'est-ce pas, seront bâtis son action. Revenant donc à la question principale, de l'emploi de ces jeunes que je viens de décrire. Comment est-ce qu'on leur trouve un emploi, sachant qu'au Cameroun aujourd'hui, c'est pas évident. On a vu le nombre de Bensikin qui regorge pas mal de Camerounais diplômés de nos universités. Comment est-ce qu'on fait pour ce problème? Je l'ai dit déjà dans mon propos préliminaire. J'ai dit les problèmes que nous avons aujourd'hui, notamment en termes de chômage massif, viennent du fait que l'école n'est pas adaptée aux besoins de notre société. On forme des gens juste pour les former. On a compris le constat. La solution, on a compris le constat depuis. On est d'accord sur le constat. Oui. Nous posons la question maintenant sur les solutions. La solution, c'est de faire justement qu'au sortir de l'école, les Camerounais, le citoyen camerounais, l'élève camerounais, l'étudiant camerounais ait, n'est-ce pas, un métier, une profession, un savoir-faire qui lui permettent seul, par exemple déjà, ou avec un employeur, de pouvoir, n'est-ce pas, se mouvoir dans la société. C'est ça en fait. Le défi, c'est de revoir au niveau de l'école, de ne plus avoir une école qui est calquée sur les modèles étrangers et qui nous donne des chômeurs, des personnes oisives. Il faut à tout prix faire de sorte qu'on ait des écoles, par exemple, dans le domaine des industries culturelles. Alors, après Boutapam, oui. Dans le concret, cela s'implémente comment? On a bien compris l'idée générale. On implémente ça comment? On arrive au pouvoir, vous ne pensez pas que 2-3 jours plus tard, il n'y a plus de chômeurs au Cameroun? Non, mais l'idée générale de l'implémentation de votre solution, c'est quoi? C'est que dès la maternelle, oui. Dès qu'on entre à l'école, oui. On a un projet déjà, il en a parlé tout à l'heure, que la vision que nous avons du Cameroun, on a une vision qui veut que nous n'ayons plus de chômeurs. Et comment implémenter cela? On commence dès la formation des élèves, dès l'école primaire, en leur donnant des savoirs qui leur permettront, au sortir de là, n'est-ce pas, d'être des personnes totalement autonomes, soit seules ou alors au service d'autres personnes. Mais ne pensez pas que moi je vais venir vous dire que dès que nous serons au pouvoir, 2-3 jours, oui, il n'y aura plus de chômeurs. Mais ce sera un discours démagogique qui est faux, puisque le RDP se le fait depuis 36 ans, il y a toujours autant de chômeurs. Donc on va commencer par le commencement, mais ceci étant dit, compte tenu du niveau, comment dire ça, du niveau de délabrement de notre société, compte tenu de tout ce qu'il y a à faire, sur le plan médical, sur le plan de la justice, sur le plan de l'éducation, il y a des millions de pôles d'emploi, il y a des emplois énormes qui sont à construire, notamment, ne serait-ce que dans le domaine des industries culturelles, sur le plan de la musique. On les construit comment, justement? C'est de ça qu'il s'agit. Ces emplois, ces millions d'emplois construits, vous les construisez comment? Parce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui veulent savoir comment est-ce que demain, ils auront un emploi au sortir de leur cursus universitaire. Je prends par exemple un domaine que je connais un peu bien, que je connais mieux, qui est le domaine des industries culturelles. Nous avons le cinéma camerounais, par exemple, qui ne rapporte pratiquement rien au Cameroun. Mais pourquoi? Parce qu'il manque aucun film camerounais ne fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que ce sont des films, n'est-ce pas, qui ne sont pas conçus par de vrais professionnels. Dans ce domaine-là également, il faut prendre tous ceux qui travaillent dans ce domaine au Cameroun aujourd'hui, qui produisent plus ou moins des films qui circulent dans le Cameroun, leur donner une petite formation professionnelle faite par un expert qui peut être du Cameroun, bien de l'étranger. Vous verrez qu'en quelques mois, en quelques années, en 2-3 ans, dans le domaine du film, par exemple, on pourra avoir des films qui sortent déjà du Cameroun, qui peuvent aller dans des salles à l'extérieur. Et pour ce faire, un film, quand vous produisez un film, ce sont des milliers d'emplois qui sont derrière, à la vérité. Et pas sur 1 an, pas sur 2 ans. Lorsque vous mettez sur pied, par exemple, des sites où vont se dérouler, n'est-ce pas, les films, c'est également des emplois que vous créez là. Et vous faites venir également de l'étranger, de l'extérieur, des professionnels qui viennent rechercher les sites. Nous avons l'avantage d'avoir encore des forêts vierges dans lesquelles on peut établir des sites, n'est-ce pas, d'une qualité extraordinaire. Ça, c'est le domaine du film. Si on prend le domaine, par exemple, du livre, derrière le livre également, il y a des emplois
énorme. Il y a beaucoup d'argent à se faire, etc. Dans le domaine de la danse, je prendrai le domaine de la danse. Nous avons l'un des plus grands danseurs du continent, par exemple africain. Attendez, mais mettons les écoles de danse, mettons un budget à sa disposition, formons tous ces jeunes-là, ils vont avoir des emplois, ils vont aller danser dans le Cameroun, à l'extérieur du Cameroun, et sont des chômeurs, ce sont des personnes qu'on sort comme ça du chômage. Ok, on va écouter et ainsi donc. de suite, ainsi de suite. D'accord. On va écouter Hervé Bougaine sur cette question. Alors Hervé, vous qui scrutez aussi l'actualité camerounaise et notamment les différentes sorties de tous ces candidats à la présidentielle du 7 octobre prochain, quel est votre regard aujourd'hui sur les propositions qu'ils font pour l'emploi jeune? Moi j'ai vu, honnêtement, j'ai vu et lu des choses, j'ai rien vu qui, encore avec le respect au candidat Fred, qui me paraissent changer, je n'ai pas vu de game changer comme on dit. Voilà, j'ai vu des propositions, il y a des idées. Maintenant je pense qu'il faudrait voir à l'usage ce qu'elles donneront. Je ne suis pas certain que ça révolutionne massivement. Il y a un point néanmoins où je suis à peu près d'accord avec ce qu'il dit, c'est que peut-être qu'on peut faire des efforts pour adapter l'école aux réalités du Cameroun. Aux besoins que nous avons. Je ne serais pas forcément allé sur le même terrain que toi. Bon, la culture, c'est ton domaine. Je prends un exemple ici. Vous voyez, quand ils se sont rendus compte, tous les gens qui avaient des licences de sociologie ne savaient rien faire, ils ont créé des formations courtes. Vous voyez, des BTS, etc., des bacs pro, même si on sait que dans les banlieues, les gens ils sont massivement arrivés. Mais vous voyez, ils se sont quand même un peu posé la question de, voilà, pour tous les gens qui n'auront pas les moyens d'aller très loin, est-ce qu'on peut faire des choses un peu plus adaptées? Effectivement, je pense que des choses comme ça peuvent être faites. On n'a pas besoin d'avoir un programme sur 25 ans pour les faire. Vous voyez, il y a des formations très très courtes, sur 1-2 ans, où on sait apprendre des choses aux gens. Maintenant, sur le domaine culturel, là, je vais encore revenir, je vais être encore désagréable, c'est toujours les chiffres. Prenons la France que nous connaissons bien. Comment est-ce que les films français marchotent? Il y a le CNC, il y a Canal+, qui a des obligations réglementaires. En gros, c'est l'État qui, d'une manière ou d'une autre, injecte massivement de l'argent. Est-ce que de façon endogène, ça puisse tenir chez nous? Moi, je ne suis pas certain. Je vais embrayer, effectivement, après ce constat qu'il vient de faire. Très concrètement, est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a un parti politique qui rassure quant à sa capacité financière à créer des emplois? Parce qu'il est très facile. On a bien compris que tout le monde nous dit on va développer l'agriculture, mais tous ne sont pas des étudiants sortis des filières agricoles. Est-ce qu'il est sérieux de dire qu'on va résorber le chômage alors que le Cameroun est un pays totalement aujourd'hui endetté, alors qu'on n'a pas de moyens? Est-ce que c'est possible? Alors, déjà, remarquons que les professionnels sortis des écoles, ce n'est pas aujourd'hui que ça existe au Cameroun. Depuis de longues années, le Cameroun forme par exemple des ingénieurs agronomes. Mais à quoi sont-ils destinés? Ils sont dans les bureaux au ministère de l'Agriculture. Et pendant ce temps, les pratiques culturelles sont demeurées les mêmes depuis le Moyen-Âge. Voilà, l'expertise, les connaissances qu'ils acquièrent à l'école servent donc finalement à quoi? Et si nous formons demain des cinéastes, comme nous avons formé des ingénieurs agronomes, comme nous avons formé d'autres techniciens, des ingénieurs tout court qui sortent de Polytechnique, n'est-ce pas? Alors que voilà, nous importons encore des vélos, nous importons des brouettes, vous voyez, de la Chine. Cela n'aurait pas servi à grand chose. Et quand on regarde les programmes des différents candidats, en réalité, tous en réalité sont, je crois, d'accord sur un point, c'est que ce qu'ils proposent, c'est une société libérale. C'est une société non plus qui va offrir des emplois, mais c'est une société qui comment dire, dit aux Camerounais, nous allons former les gens pour que vous puissiez exploiter vos connaissances pour être producteur de vos emplois. À peu près, c'est cela. Mais quand on regarde dans les détails, justement, Hervé le disait encore tout à l'heure, est-ce que au niveau, par exemple, des financements, est-ce que la structure du système bancaire
permet de nourrir une telle ambition. On ne voit pas des propositions de réforme de ce système pour l'adapter. Est-ce que le système fiscal camerounais aujourd'hui permet de dire que, bon voilà, on va former des gens qui vont créer des emplois eux-mêmes, ainsi de suite. Avec le système fiscal que nous avons, est-ce que le système judiciaire que nous avons, est-ce que l'accès au marché, par exemple, l'État étant le premier client chez nous, l'accès au marché aujourd'hui permet de dire que nous pouvons véritablement aspirer à devenir une telle société. J'ai de sérieux doutes. Donc je pense que les candidats, heureusement, ne sont pas d'accord dans la campagne officielle. Ils ont encore un peu de temps pour corriger. On y sera dans quelques jours, là. Elle commence le 24 septembre. Tout à fait. Alors, de ce que je viens d'entendre, hein, je pense qu'on sera tous unanimes là-dessus, qu'il y a un climat compliqué dans les affaires au Cameroun, miné par la corruption. Je pense que c'est ce qui veut dire très, très, très concrètement. Est-ce que le parti Nord, le mouvement Nord, aujourd'hui, a une offre pour lutter contre la corruption, qui est une plaie dans notre pays? Je crois que même la question de l'emploi aujourd'hui en est sérieusement entachée. Oui, mais bien sûr. Vous êtes sans ignorer que le candidat Akere Mouna, de tous les candidats, est celui qui, le premier au Cameroun, a levé l'alerte, a dit que nous avons un problème majeur de corruption. Et Transparency International arrive au Cameroun par, n'est-ce pas, l'initiative du président Akere Mouna, qui avait vu que la société camerounaise était, n'est-ce pas, dans une situation de corruption très, très aggravée. Et par rapport à ça, justement, il a pris un certain nombre de mesures qu'il va implémenter dès qu'il sera au pouvoir. L'une des mesures principales est déjà de faire en sorte que le pouvoir judiciaire soit un pouvoir indépendant. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez que le Cameroun, on ne peut pas lutter correctement contre la corruption. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'État, il faut toujours, n'est-ce pas, un dernier recours qui est l'approbation du chef de l'État pour la poursuite de certains délinquants, n'est-ce pas, des deniers publics. Mais le problème même de la corruption au Cameroun est un problème général, qui est aussi un problème systémique à la vérité. Parce que vous trouvez les corrompus du plus petit niveau au plus grand. Ça veut donc dire que c'est un problème, comme on l'a dit au départ, d'abord, de paradigme. Dans quelle société sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons pour notre société? Dans le Cameroun d'aujourd'hui... Je vais rester, je ne vais pas vous couper juste un tout petit peu, s'il vous plaît, parce que vous êtes là pour nous, comme le parti qui doit nous apporter un certain nombre de réponses. Oui. Très concrètement, oui, sur ces questions qui ont été clairement évoquées dans ce qu'il faisait comme constat, la corruption, comment est-ce que le parti NAR, le mouvement NAR, autant pour moi, entend l'adresser? On fait quoi concrètement? Il y a une loi qui va être mise en place pour punir sévèrement les corrompus. Elle n'existe pas encore. Il y aura des dispositifs qui seront mis en place pour lutter contre la corruption. Très concrètement, comment est-ce que le mouvement NAR entend adresser le problème de la corruption qui est une grosse plaie au Cameroun aujourd'hui? Vous savez que ce n'est pas la question au Cameroun aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas le manque de lois. En fait, au Cameroun. Il y a toutes les lois, il y a toutes les bonnes lois, mais qui ne sont pas exécutées. Il y a le problème, par exemple, de la déclaration des biens. Il suffisait simplement que cet article de la Constitution soit mis en application pour que le problème même de la corruption soit résolu d'une certaine façon. Donc, l'un des engagements majeurs, justement, du président, c'est de faire appliquer les lois qui existent et de ne pas faire en sorte que ce soit toujours une seule personne, n'est-ce pas, qu'il ne faille pas toujours se référer à une seule personne, fut-elle le président de la République, pour poursuivre un certain nombre de personnes. Mais le problème de la corruption, ce n'est pas un problème non plus qu'on résout simplement par la loi, à la vérité. C'est un problème éducationnel d'abord. Ça commence par l'instruction, c'est vrai, à l'école, mais aussi par l'éducation au sein des familles. Parce que nous accusons nos ministres, tous ceux qui nous gèrent, d'être corrompus. Mais en fait, la corruption chez nous, c'est dans toutes les sphères de la société. Ça veut donc dire que c'est un problème que nous devons résoudre au sein d'abord même de nos familles et en montant les échelles. C'est ça en fait. Donc c'est un problème d'éducation, d'instruction. Et il faut quelqu'un qui a une vision et qui donne le là. C'est la raison pour laquelle nous disons que dès que le président Akere Mouna, si le président Akere Mouna est élu, il ne s'agit pas de commencer par des mesures cosmétiques à gauche, à droite. Il faut des assises. Il faut que le Cameroun, que les enfants du Cameroun tout entier s'asseyent pour dire quel Cameroun voulons-nous véritablement pour nos enfants. Et comment faire pour résoudre ces problèmes. Si je vous dis que le président Mouna aura la solution pour résoudre les problèmes de corruption, je ne pense pas que c'est vrai.
on va lui attribuer là une mission divine et après on sera déçu. Mais avec le concours de toutes les intelligences, et il a cette particularité-là d'avoir fait appel à ses côtés, n'est-ce pas, des partis politiques, des experts de tout genre, pour penser le Cameroun de demain. Et ce problème de corruption trouvera certainement des solutions. Il y a des experts qui diront, au niveau de la justice, voilà comment faire. Peut-être faire de sorte que dans les quartiers, dans les municipalités, qu'il y ait déjà peut-être des tribunaux. Et je pense également que lorsqu'on me remettra, vous savez que qu'est-ce qui alimente la corruption au Cameroun? Regardez les salaires. Parce que le système en place a paupérisé les... Vous augmentez également le SMIC à 160 000? La question n'est pas d'augmenter d'une... Je pose une question parce que... Ce sont des questions sur lesquelles il faut réfléchir. Ça ne sert à rien de donner des chiffres. Mais on a quelques jours de la campagne. Vous êtes encore à la réflexion sur ces questions? Je crois qu'il y avait des solutions déjà. Attendez, il n'y a pas de solutions toutes faites. On peut faire des déclarations. Mais j'ai dit par exemple, en parlant de l'enseignement, que le président Akirimouna a dit qu'il va revaloriser, il va donner la dignité, n'est-ce pas, aux enseignants. Il va donner de la dignité au corps de la justice. C'est ça, tout ça qui alimente la corruption. Lorsque vous payez un fonctionnaire, un magistrat à 200 000 francs CFA, un logement dans les beaux quartiers coûte 400 000 francs CFA, que voulez-vous attendre de lui? Lorsque vous payez un militaire à 200 300 000 francs CFA, il ne peut même pas se loger, il ne peut pas... C'est ça, en fait. Il faut revenir sur ces questions-là, justement, du salaire. Mais avant ça, il faut une pensée globale. Il faut réfléchir et faire intervenir les intelligences pour avoir un programme. C'est ça que nous appelons la vision, justement. La vision ne consiste pas à trouver des solutions toutes faites. Ça, on est dans la pure démagogie. Nous ne voulons pas être dans la démagogie. C'est la raison pour laquelle le premier mandat, qui risque d'ailleurs être le seul d'acquérir, sera un mandat de refondation. D'accord. Alors, Hervé, la corruption, une plaie payante, tout autant que le tribalisme que nous allons aborder bientôt. Je voudrais quand même revenir sur l'emploi parce qu'on ne s'est pas assez exprimé là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'on a écouté donc aujourd'hui les suggestions du représentant du mouvement sur le plateau? Est-ce qu'on a l'impression que les questions adressées sur l'emploi sont assez réceptives comme ça pour les Camerounais qui nous suivent, pour les jeunes qui essayent de comprendre ce que leur proposent les différents candidats? Vous qui suivez donc de manière détachée ces différents candidats, quelles sont vos impressions sur les propositions qui sont faites sur la question de l'emploi au Cameroun? Déjà, globalement, je ne sais pas si, à part sur les réseaux sociaux, les Camerounais se passionnent réellement de tout. Moi, je ne suis pas certain. On va tester Ben Sekiner. Celui qui a son Ben Sekiner, là, qui dort dans une station. Je ne suis pas certain qu'il se connecte pour voir ce qui... Voilà, donc je pense que déjà il y a un hiatus entre ce que j'appellerais une élite et le reste. D'ailleurs, je prends juste un exemple, on a les chiffres des gens qui sont inscrits de par le monde, on voit entre les gens qui s'expriment et les gens qui font vraiment l'effort, je pense que c'est une minorité. Donc moi je pense qu'il y a un certain fatalisme au Cameroun, hein. Les gens ont appris à accepter les situations et à tirer le meilleur parti de choses qui sont... vous voyez, hein, on peut citer les Ben Sekiner, les call boxers, des fois. Vous voyez, les gens ont pris le pouvoir eux-mêmes. Hein. Les opérateurs téléphoniques sont venus, qui auraient pu prévoir que des gens allaient détourner cela. Moi, je pense pas que les gens en attendent grand-chose. Et d'une, je pense pas qu'ils en attendent grand-chose. De deux, je pense que le débat politique ne les intéresse pas beaucoup. Je pense que, ne voyons pas la face, hein, la probabilité qu'on ne change pas de régime reste quand même la plus élevée. Et je pense que du coup, les gens qui ont les difficultés qu'on a pointées tout à l'heure n'y sont pas. Après, moi, mon avis perso, c'est que je n'ai pas noté de proposition qui me paraissent réellement de nature à changer les choses. Parce que comme on dit, c'est bien, on a compris les objectifs, mais au moment, il faut qu'on sache comment on va y arriver. Je dis n'importe quoi. Quelqu'un qui dirait, voilà, moi je vais augmenter les impôts de 15%, je donne un chiffre au hasard, parce que ça va bénéficier. On comprendrait. Mais sinon, si c'est juste pour vous expliquer qu'on veut que tout le monde ait un emploi, ça on comprend, mais on ne voit pas comment... Alors, si aujourd'hui, pour Hervé, les Camerounais sont totalement déconnectés des questions politiques, et d'ailleurs quelqu'un disait il y a quelque temps que les Camerounais ne votent pas en fonction du programme politique, mais il nous appartient quand même d'adresser les questions qui sont importantes dans notre société. C'est pour ça que je m'avais posé une question qui est assez proche de celle de l'emploi. Le mérite. Est-ce qu'on peut dire qu'au Cameroun aujourd'hui encore, le mérite est présent? N'a-t-il pas foutu le camp? Les causes, quelles sont-elles? La réponse est dans la question.
peu de mérite aujourd'hui, on le voit très bien. D'année en année, les résultats des concours dans les écoles les plus prisées sont au centre de polémique le moins public, n'est-ce pas, qui témoigne bien de ce que, bon, nous sommes plus, et d'ailleurs, très lointaine, l'époque où on pouvait encore rêver de méritocratie au Cameroun. Et c'est là justement la question fondamentale. Parce que nous sommes, elle va faire un pronostic, c'est que le candidat sortant ne risque pas beaucoup d'être sorti. Donc on est parti peut-être encore sur un règne de 43 ans. Mais on peut déjà commencer à en faire le bilan. Voilà. Au début, il y avait la rigueur et la moralisation. Il y avait quand même un homme qui avait un préjugé plutôt favorable sur le plan de la, comment dire, de la lutte contre la corruption. La corruption, la rigueur et la moralisation. Nous sommes dans une société aujourd'hui qui baigne dans la corruption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'homme a été corrompu par le système en place. Alors, ce système, quand j'entends les différents candidats qui disent, bon voilà, nous, il suffit juste que nous fassions ceci, et puis qu'on propose cela, et puis les choses vont changer, je m'inquiète. Comment peuvent-ils nous garantir qu'ils ne seront pas à leur tour corrompus par ce système? Parce que le problème est d'abord dans le système. Tout à fait. Je le disais la semaine dernière, quand je me suis retrouvé sur ce même plateau, qu'en 1962, aux élections législatives, il y avait un candidat dans le Hongkong qui s'appelait Chumbangwa Isaac, dont le leitmotiv aux élections législatives était de dire le système est mauvais, il faut le changer. Le constat demeure aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, voilà, le système qui a été engagé depuis 82, depuis 1960, et peut-être en amont depuis 1956, et qui est un système clientéliste, un système fondé sur un modèle de société néocoloniale france-africain, clientéliste. Ce système conduit à la corruption. Il repose essentiellement sur la corruption et sur la répression. Et si nous n'avons pas un modèle alternatif, les risques sont les mêmes causes produiront les mêmes conséquences. Alors, on peut nous dire, oui, mais non, on va faire ceci, on va augmenter les salaires, on va mettre la morale dans la formation, etc. Je doute que cela puisse conduire à quelque chose. Et ce, d'autant plus que le système s'est renforcé et ceux qui l'entretiennent aujourd'hui ont pris du galop. Ils ont aujourd'hui un budget de guerre énorme. On a vu, regardez l'opération Épervier. Tous ces gens qui sont à Condé à Nouvelle et tout. Mais qu'a-t-on pour quel montant, quelle somme d'argent rapatriée au Cameroun? Mais cet argent doit exister quelque part. Et à un moment donné, il risque de servir pour détruire encore davantage le Cameroun. Donc, je dis encore une fois de plus, si les Camerounais sont désintéressés de la chose politique aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'on leur propose des solutions qui sont peut-être bonnes si on les appliquait en Malaisie, n'est-ce pas? Mais que eux, dans leur expertise citoyenne primaire, trouvent inapproprié par rapport au constat qu'ils font. Et justement, si tu me permets, je vais vas-y. Ce qu'il disait, parce que dans les propositions relayées par Alain Alfred, ça me rappelle, parce qu'il y a eu le même débat en France sur la corruption, le salaire. Je prends un exemple qu'on a tous connu, ceux qui ont vécu au Cameroun. On a tous eu un voisin douanier qui, par la corruption, pouvait gagner 50 fois son salaire. Vous allez faire quoi? Vous allez doubler, tripler, c'est-à-dire que moi, la corruption ne me choque pas, parce qu'elle est dans la société humaine. Il y a la corruption aux États-Unis, il y a la corruption en France, etc. Mais le problème, c'est que, comme tu disais, c'est le système qui est gangréné. C'est-à-dire qu'en France, quand un policier vous arrête au feu rouge, vous ne lui donnez pas 20 € pour qu'il fasse sauter le PV. Je crains que malheureusement, si vous voulez gagner certains marchés très élevés, vous soyez obligé de corrompre. Et là, justement, je reprendrai des mots de Léonard, c'est que, il y a un terme que je n'aime pas, mais vous voyez, on a une société, s'il y a une chose qu'on ne peut pas dénier à Paul Biya, c'est d'avoir réussi les renseignements. Les renseignements camerounais sont quasiment les plus efficaces au monde.
Oui, il n'y a pas une chose qui se passe sans que le président... Les perdus, on sait très bien. Il sait qui a détourné quoi quand. Et puis au moment où ça l'arrange, allez hop, on met celui-là en prison. Et moi je pense que... j'ai noté la morale et les salaires comme moyen de lutter. Moi je n'y crois pas. Parce que si je gagne 5 000 € et qu'on me propose 1 million d'euros, ça change rien. Ça ne change rien. La morale, ok, bah oui, c'est pas bien de voler. Hein, l'église, toutes les religions disent que c'est pas bien. Mais moi je pense que il y a de la corruption parce qu'il y a de l'impunité. Voilà. Tu viens me demander un document, on est en 2018, c'est-à-dire que je peux avoir un téléphone sur WhatsApp. On n'a même pas peur que je vais te filmer sur WhatsApp, envoyer à ton manager. Et moi je pense que dans beaucoup de sociétés, ce qui restreint un peu la corruption, c'est la peur. Je terminerai sur l'exemple chinois. C'est pas mon modèle de démocratie. Ils exécutent des gens pour envoyer un message sur la corruption. Moi je ne crois pas que juste la morale et augmenter les salaires, à supposer qu'on ait les moyens, suffisent à éradiquer la corruption, qui à mon avis, si on cherche, il y a des millions d'années, devait déjà exister. Alors, on n'a plus que 10 minutes dans cette émission. Allez, Fred, vous qui représentez ici le mouvement, on vient d'écouter Hervé et Léonard sur la corruption. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'une pratique qui est court dans notre pays, qu'on appelle l'équilibre régional? Est-ce que ce n'est pas une autre façon d'instaurer une corruption déguisée? Qu'est-ce que le mouvement pense de l'équilibre régional dans notre pays? Il faut dire que la question d'équilibre régional est une question qui est posée depuis l'avènement même de l'État du Cameroun, vous savez. Et c'est une solution que les hommes politiques ont envisagée pour essayer d'assurer une certaine harmonie sociétale, n'est-ce pas, en intégrant dans la fonction publique notamment des postes importants les ressortissants de toutes les régions du Cameroun, parfois au détriment du talent, parfois au détriment du mérite, mais pour une cause, parfois qui est aussi pour une cause qu'on ne peut pas négliger, qui est le vivre ensemble. Donc, à chaque société, n'est-ce pas, de trouver les solutions aux problèmes qui sont les siens. Dans la société camerounaise, on a inventé la notion d'équilibre régional justement pour essayer d'assurer les équilibres, pour essayer d'assurer la paix sociale. C'est parfois au détriment du mérite, je l'avoue. Quelle est la position aujourd'hui de notre plateforme par le biais du président? C'est quand même, je vous ai dit précédemment, que la vision que nous avons du Cameroun de demain, c'est un Cameroun, n'est-ce pas, qui se meut dans un cadre politique fédéral, où les gens s'autogèrent, où les régions s'autogèrent, les États s'autogèrent, n'est-ce pas? Et dans cette perspective-là, il n'y a plus d'équilibre régional en fait à faire. C'est le mérite maintenant qui compte, parce qu'à chaque région, à chaque État, d'apporter la preuve qu'elle peut faire face, n'est-ce pas, aux défis qui sont les siens. Hervé Bourren, sur cette question, l'équilibre régional, on a entendu dire qu'il fallait faire un certain équilibre afin que tous les ressortissants soient représentés dans les concours. Est-ce que ce n'est pas autant de choses qui biaisent totalement le mérite dans notre pays? Et est-ce qu'il y a des partis qui vous semblent avoir adressé cette question? Non, alors, moi, c'est une notion, moi, elle me met un peu mal à l'aise quand même, parce que qu'il y ait un certain équilibre, pourquoi pas, hein. Il y a un équilibre dans les partis politiques, hein. Quand quelqu'un arrive au pouvoir avec une coalition, il faut que je mette 2 de l'autre, 3 de l'autre, etc. Chacun est attentif. Ce qui me choque un peu, c'est le côté qu'on veut appliquer cet équilibre régional à toutes les strates de la société. Vous voyez, moi par exemple, je suis d'Amérique, hein, mais quand je reçois des WhatsApp qui me semblent un peu fake pour dire voilà les soi-disant premiers de chaque centre, sous-entendu, ils sont de chez nous, moi ça me met mal à l'aise, c'est-à-dire que alors l'avantage que j'ai, contrairement à Alain Fred ou d'autres, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas obligé d'avoir une solution à ça, mais moi je rêve quand même d'un Cameroun où on sait s'affranchir de ça. Moi je reste convaincu qu'on est vraiment dans le diviser pour régner. Vous voyez, c'est-à-dire que l'équilibre régional c'est une chose, mais pour moi il y a pire que l'équilibre régional. Hein, il faut que
le délégué au gouvernement de la communauté urbaine de Douala, il est forcément du littoral, voire de Douala. Pourquoi? Vous voyez, à Yaoundé, il faut que ce soit pareil. Les gens sont choqués que le représentant de l'État, chez eux, ne soit pas de leur village. Et enfin, on se souvient quand le multipartisme a commencé, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les hauts dignitaires qui, pour certains, ne mettaient jamais le pied dans leur village, ont été obligés d'aller faire campagne dans l'endroit où ils sont élus, alors que 90% de leur vie se passe entre Douala et Yaoundé. Et moi, c'est un peu ça. Moi, je suis un peu mal à l'aise avec ces notions-là qui montrent qu'on est encore... on est dans une société qui ne me paraît pas spécialement apaisée. Maintenant, je comprends que certains sont frustrés. Je pense qu'une partie de ce qu'on pourrait appeler le mal anglophone, j'ai des anglophones dans ma famille, vient du fait que les gens s'estiment sous-représentés. Et moi, je pense que l'État, il doit y avoir un équilibre entre... On est dans une société complètement tribale et dans une société où on peut dire, ben voilà, s'il y a, je ne sais pas, 25 ministres, ben on ne va pas faire 2,5 ministres de chaque région parce que ça ne correspond pas à la réalité. Et puis dans les concours, moi perso, je suis très attaché à l'école, au fait que justement, l'école, normalement, elle a une vertu un peu libératrice, que je sois pauvre, que je sois riche, que je sois de l'ouest, de l'est ou autre. Normalement, je dois avoir les mêmes chances. Donc je comprends, je termine, que dans des cas où il y a des discriminations, des écarts vraiment avérés, qu'on dise on va rattraper, mais pas généraliser. Je termine sur un exemple. Vous voyez, le premier prestigieux concours de Sciences Po, qui a décidé de s'ouvrir un peu aux gens, ils sont pas allés dans une équité totale. Ils ont dit, ben voilà, si on a je ne sais pas combien de places, il y a peut-être un petit nombre de places qu'on va offrir, entre guillemets, à des gens socialement défavorisés pour équilibrer. Moi, ça me paraît mieux que de dire, voilà, il y en a 10, il faut qu'il y en ait un de chaque province, etc. Alors, Léonard, sur l'équilibre régional, est-ce que c'est encore une pratique en 2018 que le Cameroun devrait continuer à maintenir? Et est-ce qu'il y a un parti politique qui s'est clairement exprimé sur la question de l'équilibre régional aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui se cache d'abord derrière l'équilibre régional? C'est quoi l'équilibre régional? Peut-être c'est par là qu'il faudrait qu'on commence, parce que, vous voyez, dans les faits, quand on essaie de regarder au plus près ce qu'on nous vend sous la technologie d'équilibre régional, c'est juste une organisation du marché des préventes, notamment des postes de responsabilité, des emplois, n'est-ce pas, dans une forme de péréquation à géométrie variable. C'est ça qu'on va appeler équilibre régional et qui va justifier qu'on prenne... Si tu permets, quand on nomme un ministre dans un village, on danse dans son village. Voilà. On danse dans son village. Il est d'abord le ministre du village avant d'être ministre de la République, en fait. Et maintenant, qui va bénéficier de la nomination de ce ministre-là? Vous voyez, ça dit qu'en fait, derrière l'équilibre régional, il y a quoi? Il y a aujourd'hui cet équilibre régional qu'on nous sert comme une forme de justice sociale, débouche plutôt, n'est-ce pas, sur une reproduction génétique, n'est-ce pas, d'une élite qui se perpétue, n'est-ce pas, et qui a fait, comment dire, une sorte d'OPA sur toutes sur tous les postes de responsabilité. C'est ça qu'on nous vend sous la forme d'équipe régionale. Donc je pense qu'il faudrait très rapidement qu'on renonce à cela. Et ce qu'il faut promouvoir, c'est la justice sociale. Ça veut dire que si on nomme un ministre de chez moi pour moi, et bon, au fait, est-ce que ça contribue véritablement à corriger le problème à résoudre le problème de la pauvreté, n'est-ce pas, des fils de paysans? J'en doute. Et de toutes les façons, ce n'est pas une méthode rationnelle pour résoudre ce genre de problème. Parce qu'il y a des élites dans toutes les régions, dans toutes les tribus, et il y a aussi des classes défavorisées dans toutes les régions. Ce qu'on doit regarder, c'est comment permettre à ceux qui viennent dans la vie, n'est-ce pas, qui viennent avec des handicaps déjà, je veux dire sur le plan social, mais
ou à l'achat, n'est-ce pas? Comment leur permettre de pouvoir aussi nourrir des ambitions de gravir l'échelle sociale? C'est ça qui est important. Mais regardons aujourd'hui, les fils de ministres deviennent déjà ministres. Ils deviennent déjà, ils sont déjà aux avant-postes. Pas que ceux du ministre, les fiches du président sont à l'ENAM sans avoir jamais vraiment été présentés au concours. Il faut qu'on revienne au fondement même de cette société. Vous voyez, c'est-à-dire que le jeu politique au Cameroun est né de la confrontation entre deux visions. Il y avait la vision nationaliste panafricaine, nationaliste patriotique panafricaine, qui était notamment incarnée par Oumyobé et un certain nombre de formations politiques. Et puis il y avait une autre vision qui était tribaliste, arrimée, n'est-ce pas, au néocolonialisme. Et c'est cette vision-là qui est portée par ceux qui sont aujourd'hui en charge de la gestion du pays. Donc, que le tribalisme transparaisse dans la gestion du pays, cela n'est que normal. Parce qu'en fait, dès que l'expression du patriotisme camerounais a commencé à prendre l'ampleur, on a suscité ce qu'on a appelé à l'époque des oppositions africaines, qui étaient justement des oppositions tribales, n'est-ce pas, pour contrecarrer le projet patriotique de l'UPC. Oui. Et c'est cette vision-là qui continue. C'est elle qui a accouché de ce qu'on appelait l'équilibre régional. L'équilibre régional, c'est quoi? C'est simplement, on l'a vu, et c'est monté graduellement. Parce que c'était encore un peu soft il y a quelques années. Moi, je me souviens, c'était je crois en 1983 ou 1984, le tout premier qui a commencé à fêter sa nomination dans son village, et puis c'est devenu maintenant une pratique assez courante. C'était Mélingué à l'époque, quand on l'avait nommé à la tête de l'ONCPB, c'est ça. Et on a vu très rapidement, l'ONCPB est décédé, n'est-ce pas, de cette nouvelle pratique. Et toutes les entreprises, aujourd'hui, quand vous arrivez dans une entreprise publique au Cameroun, pour savoir quelle est la tribu de celui qui est à la tête, vous écoutez simplement comment parle le vigile qui est déjà à l'accueil. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont devenues Bassa, des entreprises Douala, des entreprises ainsi de suite. Vous voyez? Mais quelle société pouvons-nous former sur cette base? Alors frère, donc on vient d'écouter Léonard et Hervé Bougain sur cette gangrène qu'est l'équilibre régional. Qu'est-ce que le parti NAO aujourd'hui adresse comme réponse à cette gangrène de l'équilibre régional? Oui. Moi, je disais précédemment que la question d'équilibre régional a été une question qui est venue au cœur, n'est-ce pas, de l'action politique pour résoudre des problèmes bien précis. Vous savez, la politique, ce n'est pas de la fiction. Lorsqu'on parle d'équilibre régional, c'est parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Il y a des entités, il y a des régions, il y a des tribus qui estiment, n'est-ce pas, au niveau de notre pays, qui ne participent pas à la gestion de ce pays-là. Et ceux qui géraient notre pays ont pensé justement que pour garder l'équilibre, l'harmonie, il fallait à tout prix intégrer ces différentes composantes-là. Mais compte tenu de l'évolution de la société camerounaise d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier ni d'avant-hier. Le Cameroun, comme la vie, évolue. Et il faut également évoluer, n'est-ce pas, avec cette société-là. C'est la raison pour laquelle nous pensons au niveau de notre plateforme que la forme fédérale est celle qui permet de tenir en compte, d'intégrer toutes ces préoccupations-là de nos différentes populations. Parce que dans le cadre d'un État fédéral, toutes les régions, toutes les localités s'autogèrent. Au niveau, comment dire ça, à la pointe, au sommet, il y a donc quelqu'un qui régule, qui arbitre. Et la question d'équilibre régional, des personnes qui ne seront pas satisfaites, ça ne posera plus. Chaque région du Cameroun se gérera. D'ailleurs, il faut dire que la question de l'État fédéral épouse à la vérité le paradigme africain, dans lequel les sociétés, chaque village s'autogérait. Le village Bassa n'attendait pas qu'un chef à Yaoundé vienne décider pour lui. Les questions des Bassa étaient résolues par des Bassa. Les problèmes, n'est-ce pas, des Ewondo étaient résolus chez les Ewondo. Les problèmes au nord étaient résolus, ainsi de suite, ainsi de suite. Et la proposition fédérale, le projet fédéral est un projet qui va nous permettre, n'est-ce pas, de retrouver à la vérité la modernité, n'est-ce pas, pour avancer. On n'aura plus ces problèmes de dire, il n'y a pas les meilleurs, on les a mis à côté. Tous les meilleurs
vont participer, n'est-ce pas, à la gestion de leur État, et l'État fédéral, n'est-ce pas, qui est l'entité suprême, profitera de cette gestion-là, et n'est-ce pas, de tous ces talents. Et je pense que l'avenir pour un État comme le Cameroun, c'est justement d'être même le laboratoire du futur État panafricain, fédéral, que tous nos pères tutélaires ont appelé de leur vœu, que ce soit Cheikh Anta Diop et tous les autres. Nous arrivons au terme donc de cette émission. Merci à toi, Léonard, d'avoir accepté de nouveau d'être présent ici. Merci également à Hervé Bougaine d'avoir accepté d'être là. Merci également à Alain Alfred. Cette émission est à présent terminée. J'espère que nous vous retrouvons tous très nombreux lors de la prochaine édition, samedi prochain, avec un panel tout aussi riche d'experts qui nous entretiendront sur les différentes questions que nous aurons abordées. Merci, au revoir.